on fait un sondage. Est-ce que votre entreprise a une assurance cyber ? Alors, c'est une question fermée, mais je voudrais la poser en 3 parties. Oui, non et je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez une assurance cyber ? Vous le savez, c'est oui. Vous le savez, c'est non. Et vous ne savez pas. Ce sera je vous ai posé la question de l'assurance cyber et on viendra précisément sur ce point qui est un point de débat. Mais je laisserai les... Alors, justement, commençons par l'assurance cyber. Philippe Cottel, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une assurance cyber ? Oui, je peux essayer en tout cas. Si j'étais pas capable de le faire, peut-être que je serais pas été invité. Si je peux continuer le sondage, parce que le sondage est intéressant et je vois qu'il y a des réactions. Combien dans la salle sont des responsables de la sécurité informatique de leur entreprise ? Je t'avais dit beaucoup. Ouais. Combien d'entre vous connaissent leur risk manager ? Waouh ! Pas mal. Ils sont bons, ils sont inscrits à cet atelier-là. Ah oui. Bon, alors, c'est quoi ton assurance ? Alors, on a la crème de la crème. Donc l'assurance cyber, c'est un contrat d'assurance qui est un peu hybride parce qu'il a un trigger qui est un trigger technique. Un trigger, c'est un élément déclencheur qui est technique et qui est effectivement un impact qui arrive sur un environnement qui est le système d'information de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples de triggers ? Eh bien, un événement qui va affecter la disponibilité, l'intégrité ou bien l'authenticité des données qui sont sur le système d'information d'une entreprise. Mon système informatique plante parce qu'il y a un incendie, ça rentre dedans ou pas ? Non, parce que l'assurance cyber, elle va couvrir donc, des événements non matériels, donc qui vont affecter effectivement un environnement qui est le système d'information, et qui auront un impact soit en perte d'exploitation, en dommages, dans ce qu'on appelle la perte directe pour l'assuré, ou bien qui va avoir un impact en responsabilité de l'assuré vers des tiers, des clients, des intermédiaires. Par rapport à ta question, en fait, l'assurance cyber, elle ne s'adresse qu'aux dommages immatériels. Un incendie, donc une attaque cyber qui va par exemple aller couper les systèmes de climatisation par exemple de terminaux, qui va entraîner une hausse de la température, qui va entraîner un incendie. C'est la police incendie qui va couvrir les conséquences de ce dommage. Ce n'est pas la police cyber. Mais si je prends l'inverse, j'ai un incendie qui fait que je perds toutes mes données. Oui. Alors, si j'ai un incendie qui affecte mes données, la restauration des données fait partie de la police incendie. Parce que c'est un dommage matériel qui est le trigger. D'accord. Alors, Jean, pour aller tout de suite peut-être sur le point qui a été soulevé derrière, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une assurance spécifique dans beaucoup de cas, alors qu'a priori, on aurait pu croire que c'était dans mon contrat global ? Et effectivement, comme le précisait Philippe, l'assurance cyber, elle est arrivée avec le développement de nouveaux risques, le développement, la digitalisation et l'arrivée de tous ces risques immatériels. J'ai une attaque cyber qui bloque la production de mon usine. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de dommages matériels, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de dommages corporels. Et effectivement, on est sur des nouveaux scénarios qui sont apparus. Et du coup, l'assurance cyber, elle a été créée pour répondre à ces scénarios-là qui sont spécifiques. Ce n'est pas lié à un lieu géographique, c'est complètement global. Ça peut affecter toutes les usines d'un groupe, pour autant qu'ils soient interconnectés au même moment, par exemple. Donc c'est complémentaire et les assurances cyber, elles sont complémentaires.
et elles vont s'adapter aux spécificités du cyberespace. Donc je parlais par exemple de la spécificité géographique, on parle aussi de spécificité du type attaque géopolitique, etc. Tout ça c'est pris en compte spécifiquement dans les contrats cyber pour pouvoir être couvert et pour pouvoir répondre et apporter aux clients l'indemnisation. Le deuxième point, c'est la partie service. C'est qu'en plus de cette indemnisation financière, il y a une deuxième poche qui est une poche de service et d'assistance à la gestion de crise pour ne pas fournir de l'argent, mais pour fournir des experts qui vont venir aider les entreprises, notamment les PME et les TPE qui sont plus en demande sur ce type de garantie, et pour venir effectivement fournir ces expertises de forensics, etc., pour aider les entreprises à redémarrer le plus possible. Donc en gros, les contrats cyber sont complémentaires des autres contrats d'assurance que les entreprises souscrivent depuis des années. La partie service, elle est systématique ? La partie service, alors il faut avoir un bon courtier pour effectivement bien... Facile, trop facile. Non, mais pour la démarche de base, c'est effectivement de mettre le RSSI dans la boucle, de comprendre les besoins et derrière, effectivement, de définir s'il y a un besoin ou pas. Quand on est un grand groupe du CAC 40, peut-être qu'on n'a pas trop besoin d'avoir ce service. Donc elle est systématique si c'est nécessaire. Et après, on a vu des grands groupes du CAC 40. J'ai un exemple en tête d'une entreprise qui a eu un problème sur sa filiale sud-africaine et qui était très content de pouvoir bénéficier des services de forensics de l'entreprise, enfin de la compagnie d'assurance, pour avoir un expert très rapidement sur place, peut-être pas le meilleur du monde, mais en tout cas un expert sur place pour l'aider à refaire partir l'entrepôt logistique qui était tombé en rade. Alors Thierry, chez toi, quand est-ce que vous vous êtes posé la question de l'assurance cyber ? Pourquoi ? Et est-ce que tu as pris cette partie service, enfin, sans rentrer dans tes... Mais comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à cette assurance cyber ? Alors, en fait, à l'origine, moi j'ai travaillé, avant de travailler chez Lagardère, je travaillais dans le milieu de la défense. Dans le milieu de la défense, en fait, on est fortement accompagné par les autorités et forcément, on vit des investigations récurrentes qui sont liées à des risques potentiellement identifiés. Et donc, je me rendais bien compte, en fait, d'une charge de travail qui était non négligeable. Quand je suis arrivé chez Lagardère et que j'ai transposé ça, en fait, dans l'univers média, et que je me suis rendu compte que là, il n'y avait rien de prévu, c'est-à-dire que l'autorité ne contrôle pas, parce que vous n'êtes pas OIV, parce que vous n'avez pas d'armes de guerre ou ce genre de choses, et que financièrement, il n'y a pas de couverture, j'ai commencé à discuter dans le cadre des budgets avec la finance en leur disant mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un gros pépin et que je maîtrise en fait ma capacité de restauration, enfin je pense la maîtriser, je sais combien de temps je vais mettre pour régénérer mes systèmes, mais que par contre le temps d'investigation lui est énorme et non couvert, qui va me payer ça ? En disant, moi, je ne l'ai pas dans mes budgets. Donc, en fait, ce qu'on a fait les premières années, c'est qu'on a passé des provisions financières en se disant, bah, en fait, si on a un pépin, en fait, on le fera comme ça. Et alors, nous, on est un groupe décentralisé, donc on a une centaine de systèmes d'information, ce qui est bien en termes de risque, parce que quand vous distribuez le risque de propagation globale, en fait, existe quasi pas. Mais par contre, vous avez des structures qui ne sont pas assez matures, en fait, pour porter ce genre de démarche. Et donc, on s'est dit, bah, en plus, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un raisonnement un peu global en fait pour l'ensemble du périmètre. Et donc la deuxième étape, elle a été plutôt avec le patron des risques et du contrôle interne, et de se dire bah, comment on fait en fait et comment on s'organise. Et donc ce que j'ai fait, c'est à peu près à l'époque en fait des gros incidents type WannaCry, Co, et donc d'échanger en fait avec les intéressés, mais aussi avec les autorités, en disant par exemple, en demandant à l'ANSSI c'est combien de temps, combien de personnes en fait, qu'on puisse dimensionner ça en termes de jours, et se dire il va falloir qu'on puisse rentrer ça dans le produit. Donc voilà, ça a été déclenché comme ça. Alors, Sébastien, peut-être un mot sur le réassureur. On a expliqué ce que faisait le courtier. Je ne sais pas si ce que fait le réassureur, c'est clair pour tout le monde. Et ensuite, vous, votre analyse donc, de réassureur sur ces nouvelles polices. Alors effectivement, Cécile, le métier du réassureur, il est pas très connu du grand public.
Notre rôle, c'est, pour simplifier, d'assurer les assureurs et donc de prendre une partie de leurs risques. C'est-à-dire que les assureurs, eux, vont souscrire des polices avec beaucoup de clients. Puis quand ils auront un gros portefeuille qui représentera un engagement financier pour eux important, ils vont aller sonner à notre porte et ils vont nous dire, voilà, j'ai ce gros portefeuille qui est potentiellement avec des risques systémiques comme les risques cyber et je voudrais un accompagnement pour pouvoir porter ces risques si jamais il y a une catastrophe d'ampleur qui vient impacter une grande partie de mes clients. Voilà, donc c'est un petit peu notre rôle d'analyser le risque plutôt sous l'angle systémique et sous l'angle catastrophique, de voir un petit peu quel est le pourcentage de gens qui seraient touchés, qui seraient impactés, de combien, pendant combien de temps, etc. Et pour revenir sur les aspects police cyber, nouveaux produits, etc., je pense que c'est une très très bonne opportunité. C'est une opportunité qui est effectivement à mesurer avec beaucoup d'attention. Opportunité, c'est une opportunité marché pour vous, marché pour les assureurs. Je pense que c'est une opportunité pour tout le monde parce que, comme ça a été dit, il y a plusieurs... ça s'inscrit dans une chaîne. C'est-à-dire qu'il y a d'abord effectivement tout le travail du RSSI qui a pour but de gérer les risques, de les réduire en liaison avec le risk manager. Et puis après, de transférer ce qui n'est pas manageable par des solutions techniques ou par des moyens organisationnels à un assureur dont c'est le métier de porter les risques grâce à un excellent courtier. Et le assureur viendra après en deuxième rideau, si j'ose dire, ou en troisième phase pour regarder un petit peu la masse des risques qui sont souscrits par les assureurs. Alors, j'ai un côté très terre à terre. Ça coûte combien ? Qui se lance ? Ça, c'est une question polémique, ça. Mais effectivement, aujourd'hui, les assurances cyber, alors nous, on calcule en pourcentage de la limite qu'on achète. Donc si on achète 10 millions d'euros, donc ça veut dire maximum de paiement par les assureurs de 10 millions par an, effectivement, entre les différentes entreprises, les différentes franchises, etc., ça coûte entre 0,5 et 1,5% de la limite qu'on achète. Donc entre 50 et 150 000 euros pour 10 millions d'euros de capacité. Donc c'est un prix qui est relativement stable en Europe depuis quelques années, qui est beaucoup moins cher que dans les pays anglo-saxons. C'est un fait aujourd'hui. Et en fait, ce coût annuel, il est très, très, très inférieur au coût, bien sûr, de cybersécurité. Et il est à mettre en parallèle parce que, justement, quand Sébastien disait qu'il y a cette complémentarité entre le travail du RSSI qui vraiment gère la partie réduction de la fréquence et l'assurance qui va être justement sur la partie intensité, qui paye l'intensité, on voit cette complémentarité et c'est pour ça que moi, ma vision, c'est de dire que cet outil de cyberassurance, il doit être absolument au service premier des RSSI, des risk managers aussi, mais des RSSI, pour qu'ils comprennent cet outil, pour que vous compreniez cet outil et que vous vous en serviez le jour J pour pouvoir justement faire face soit à des besoins urgents d'expertise sur l'assistance, soit à des besoins financiers pour combler la trésorerie de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je le mets en relation avec le budget informatique, de sécurité informatique des entreprises, et que c'est sans commune mesure en termes de poids. Alors peut-être un jugement qualitatif. Sébastien, c'est cher. Sébastien, Thierry, c'est cher ce montant ? En fait, quand on regarde ce qu'on va avoir potentiellement à couvrir, on se dit ça reste dans le raisonnable, quoi. En se mettant sur une cible en fait qui est un impact en fait qui va toucher grosse partie en fait du système d'information et générer en fait un temps de restauration non négligeable. Le souci qu'on a plus nous, c'est ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est inadapté à plein de cas. Et de ce fait, notre position a plutôt été de dire c'est pas un produit en fait qui va répondre aux besoins de l'entreprise. Et un petit peu ce qui est évoqué, c'est ce travail avec le RSSI de se dire quels sont les 3 scénarios qu'on a à considérer. Et sur la base de ces 3 scénarios, en fait, de customiser en fait des produits qui sont complètement différents. Et c'est un peu en fait la conclusion à laquelle je suis arrivé. Alors c'est toujours en fait lié à nos activités, mais on a des petits trucs, on a des gros trucs, on a des petits trucs qui ont des données en fait en masse et très sensibles et des gros trucs qui n'ont pas grand chose. Donc ce qu'il faut, c'est en composer avec tout ça en se disant en fonction de ce qui va se passer, est-ce que j'ai un produit qui va pouvoir répondre à un instant donné? Parce que quand vous déclenchez, quand vous avez un incident et que vous prévenez en fait votre courtier, au final vous savez encore pas ce qu'il en est, vous savez pas en fait quelle volumétrie, et donc ce qu'il faut juste vous dire, c'est ok, que ce soit en fait quelques centaines de cas euros ou 80 millions
millions en fait d'impact, au final, il faut que je puisse être capable de couvrir ça et ensuite avec le courtier dire voilà ce qui s'est passé, voilà maintenant combien de temps on va mettre, voilà les gens qui vont intervenir et au final voilà combien ça va nous coûter, quoi. Pour être un peu trivial, l'assurance, c'est un pari. C'est-à-dire que vous dépensez une prime, effectivement, de 1%. Donc ça veut dire que vous pariez, l'assureur parie qu'il va payer une fois tous les 100 ans. 1%. Et donc voilà, le sujet, c'est ça. C'est est-ce que vous pensez que vous allez dépenser ces 10 millions une fois tous les 100 ans, moins ou plus ? Une chose est sûre, je pense que vous êtes plutôt du côté des gagnants, mais... Il ne faut pas le dire à Sébastien. Non, je partage. Une chose est sûre, c'est qu'en général, on en a pour son argent. C'est-à-dire que, pour revenir à la question initiale, il y a de temps en temps, dans des produits d'assurance classiques, incendie, responsabilité civile, des petites bouts cyber qui se sont glissés dedans parce que voilà, il y a eu une demande, il y a des gens qui pensaient que c'était un bon argument commercial de rajouter des petits bouts de cyber à droite à gauche dans les polices d'assurance classiques. Évidemment, c'est beaucoup moins cher qu'une police d'assurance cyber dédiée avec la partie service, avec la partie assistance, avec le déclenchement rapide, etc. Et le dialogue avec le RSSI pour bien cibler quels sont les scénarios couverts. Et donc, en général, s'appuyer sur ces petites extensions de garantie qui sont à droite à gauche dans les contrats, qui coûtent beaucoup moins cher, ça coûte beaucoup moins cher, mais ça rapporte aussi beaucoup moins de services le jour où on en a besoin. Donc, il faut pas non plus se leurrer. Ça a un coût, ça a un prix, mais en général, effectivement, je partage l'avis de Jean que vous en avez pour votre argent. Et par rapport aux commentaires, peut-être juste de Thierry, cette phase... moi que j'appelle bottom-up, vraiment de définition des besoins par le RSSI, et après effectivement une fois qu'on a calibré ces besoins qui sont pas les mêmes dans chacune des entreprises, pour moi il est primordial. Et la bonne nouvelle, c'est que les assureurs aujourd'hui répondent à ça et sont d'accord pour s'adapter aux besoins qui vont être exprimés par les clients. Et c'est pas le cas dans toutes les lignes d'assurance, c'est pas le cas dans toutes les zones géographiques. Aux États-Unis, vous avez un marché qui est beaucoup plus rigide. C'est que c'est top-down. Vous prenez le produit qui est sur l'étagère parce que l'assureur il est plus intelligent que vous et il connaît vos risques. Et voilà, donc ça c'est quelque chose en Europe, en France notamment, qui est vraiment très présent et sur lequel il y a un coup de chapeau à donner aux assureurs qui répondent aux besoins spécifiques de chacun des clients et notamment les plus grands qui ont des demandes très justement, pointues. je voulais aller sur cette définition des besoins. Concrètement, comment est-ce qu'on doit définir et négocier son assurance ? Quels sont vos conseils ? Philippe ? Alors, c'est un peu en parallèle avec le prix, parce que le prix ne veut rien dire. Un prix, ça ne veut rien dire. Ça fait partie des choses qu'on passe aussi beaucoup comme message, aussi en interne, parfois que ce soit sur n'importe quelle ligne d'assurance. Avec des gens qui, techniquement, nous disent mais on est excellent. Donc c'est vrai que la qualité technique du risque, elle est prise en compte dans le prix. Mais pas que. La solidité du travail du RSSI. Donc après, il y a quel type de couverture on va acheter. Est-ce qu'on prend la toute option ou est-ce qu'on boîte automatique ou alors est-ce qu'on prend le siège cuir ou bien est-ce qu'on prend au contraire quelque chose qui est extrêmement simple. Et troisième élément, c'est le marché. Parce que l'assurance fait partie d'un marché. Et qu'en fonction de réalités qui sont absolument... qui peuvent être des réalités du marché cyber en termes de sinistralité, s'il y a énormément de sinistres cyber, eh bien, le marché va remonter et tout le monde va payer plus cher. A contrario, s'il y a des conditions économiques différentes qui font qu'il y a des apporteurs de capacité, etc., qui font que globalement le marché se tend, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le cyber, oui, ça va avoir une influence. Donc il y a trois types de dimensions à considérer dans un prix. Alors pour acheter l'assurance cyber, d'abord, l'assurance cyber, c'est assez nouveau comme marché. C'est un nouveau produit. Cela veut dire qu'il n'y a pas de standard. Donc, aller en disant achetez-moi une assurance cyber, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que j'insiste sur ces éléments. Et des gens qui disent « je ne trouve pas une assurance cyber qui correspond à mon besoin », ça ne veut rien dire non plus. Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de standard, le vrai sujet, c'est exprimer son besoin. Et si on est capable d'exprimer son besoin
et de pouvoir argumenter quelles sont les raisons qui nous poussent à avoir ce besoin-là, je ne vois pas, et je parle sous le contrôle de raison, que ce produit n'existe pas. Alors, concrètement, comment on doit faire ? Comment on doit faire ? Donc, il y a de toute façon une dimension technique au risque cyber, et ça fait partie des vulnérabilités que vous traquez quotidiennement sur l'ensemble de votre périmètre. Là, le rôle du risk manager, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de dire, bon, ce travail-là, il est fait, et il est certainement bien fait. Par contre, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans l'entreprise, peut avoir un impact sur l'entreprise elle-même, qui va entraîner une perte réelle sur l'entreprise, sur sa capacité à produire, à délivrer son service, donc sa perte d'exploitation, ou bien sa responsabilité vis-à-vis des tiers. Et de définir, donc, en accord avec le business et le RSSI, des scénarios, et Thierry en parlait tout à l'heure, des scénarios qui sont peut-être peu probables, parce qu'effectivement, les mesures sont prises, mais qui ne sont pas impossibles. Et le but de l'assurance, c'est de couvrir ce risque résiduel. Ce n'est pas le risque systématique, c'est le risque résiduel. Une fois qu'il est identifié, c'est de quelle nature est ce risque, parce que ça va définir effectivement les options en couverture, et de quel montant est ce risque. Là, ça va être la limite. Et à partir de là, on a une expression de besoin claire pour aller voir effectivement, avec l'aide du courtier, le marché et acheter son assurance. Ce travail de définition, c'est un gros travail, c'est à faire en amont avec son courtier. Comment est-ce que concrètement on l'estime ? Je ne sais pas si c'est Jean ou Thierry. Après, on peut effectivement aller plus ou moins en profondeur sur ces différentes phases en fonction des besoins des différents clients. Mais c'est vrai que voilà, nous chez Marsh, le process il est en 3 phases. Le premier, effectivement, c'est réfléchir sur les risques, voir ce qui a pu déjà être fait en interne sur les différents scénarios dimensionnants et sur effectivement des scénarios de confidentialité, d'intégrité, etc., de périmètre du système d'information. Ça, c'est une première phase. Ça peut être effectivement un gros meeting avec le RSSI, etc. Deuxième phase, la quantification. Quelles limites ? Et là, du coup, on va faire tourner des modèles actuariels qu'on a chez nous, qui vont être challengés, encore une fois, par le RSSI par rapport à sa connaissance de l'entreprise. Et la troisième phase, ça va être la communication du profil de risque et de la qualité du niveau de cybersécurité au marché de l'assurance. Et ça, c'est un troisième meeting. Donc, ça peut être fait en 3 réunions, je dirais. Et le troisième aussi, il implique le RSSI. Et là, il y a une phase de préparation qui est à l'œuvre pour pouvoir... Nous, on sait ce que les assureurs attendent comme niveau d'information, ni trop haut, ni trop en profondeur. Et donc là, effectivement, un travail de répétition pour pouvoir calibrer le message et envoyer effectivement les bons messages aux assureurs par rapport à ce qu'ils attendent sur les différentes thématiques, sur voilà, les plans de continuité, sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets sur lesquels les assureurs attendent des éléments de réponse de la part des RSSI, des entreprises en général. Et là, on valorise au mieux, effectivement, ce qui est mis en place par l'entreprise, qui est mis en place par les RSSI, pour pouvoir mitiguer ce risque et pour pouvoir réduire au maximum la fréquence. Thierry, est-ce que tu te reconnais dans ces process ? Et une question un peu challenging. Moi, j'aurais pensé qu'une grande partie était de la pure négociation commerciale. Alors, là c'est bien structuré. Enfin, c'est très... Non, mais c'est... Alors, si je me reconnais dans les process, oui, et on a déjà fait en fait des choses. Donc, on travaille en interne, on travaille en amont avec le risk manager en se disant qu'est-ce que je vais avoir à supporter, quels sont en fait mes coûts d'investigation, mes coûts de rémédiation, l'amende que je vais devoir payer alors que l'assureur me couvrira pas. Ensuite, potentiellement les coûts que je vais devoir verser aux organismes bancaires ou aux utilisateurs impactés directement. Donc, on essaye en fait sur ces quelques scénarios de modéliser tout ça et de se dire au final en fait ça risque de me coûter ça. Et en fait, sur cette base-là, on regarde, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on pourrait remettre en cause de manière en fait, à gagner en efficacité et à potentiellement réduire, justement pour pouvoir les négocier en disant mais là-dessus, par exemple, je fais de la radio et mes radios, elles ont un super PRA et je suis certain que mon PRA, en fait,
puisse pas être touché en termes de propagation en cas d'un cryptolocker par exemple. Et donc je suis capable de dire je vais redémarrer ma radio, je vais la redémarrer instantanément. Par contre, je vais passer en fait des semaines voire des mois en fait à régénérer le nominal existant. Et ça, en fait, il faut en fait m'apporter un support. Après, sur l'approche, je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer. Enfin, moi, j'ai fait des grandes séances qui duraient des heures, on en parlait tout à l'heure, où il y a beaucoup de monde, en fait, parce que eux sont avec, je pense, des assureurs qui viennent avec des experts, et donc ça challenge dans tous les sens. Et au final, je sortais toujours un peu frustré parce que je me disais, OK, on a vu plein de choses, mais on ne s'est pas arrêté sur l'essentiel, qui est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour justement gagner en efficacité, quoi. Alors, on reviendra dessus peut-être, Sébastien. On a bien compris qu'il y avait une dimension marché. Alors, Jean nous a dit même que le marché européen était plus favorable aux entreprises en ce moment que peut-être le marché anglo-saxon. En fait, est-ce qu'il y a les capacités? Est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver à un prix raisonnable parce qu'il y a l'offre suffisante? Oui, alors il y a l'offre suffisante pour satisfaire la demande. Maintenant, la question, je pense qu'elle est très claire et elle apparaît très clairement dans cette discussion autour des scénarios de risque. Est-ce que tous les gens qui achètent une assurance cyber l'ont dimensionné à la hauteur du risque encouru? Et je pense que la plupart du temps, ces exercices de scénarisation du cas extrême, du cas le pire, de l'impact maximum, sont peut-être pas à la hauteur de ce que nous montre la réalité. Et effectivement, quand on voit des entreprises de toute taille qui sont bloquées pendant 3 mois, 6 mois par un ransomware, qui perdent 90% de leur production sur une ligne de business pendant des semaines, est-ce qu'ils avaient vraiment ce scénario-là en tête? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout de l'exercice de se dire, finalement, si jamais ça m'arrive, alors j'ai tout mis en place pour que ça ne m'arrive pas, mais si jamais ça m'arrive, ça va me coûter 100 millions, 200 millions, 300 millions, et on voit des pertes sur le marché qui sont de cet ordre-là. Aujourd'hui, les grands sinistres, on parle beaucoup de ransomware, mais les pertes de données, si on perd des données personnelles aux États-Unis, ça coûte 400 millions de dollars aujourd'hui. Quand il y a une grosse masse de données qui est perdue. Donc, est-ce que tout le monde a ces chiffres-là en tête? Ça, c'est une autre question. Et pour rebondir là-dessus, il y a un cas qui est, à mon sens, iconique. C'est le cas de Demant, donc, qui est une entreprise au Danemark, qui a publié une perte, effectivement, qui a dit qu'elle avait perdu 95 millions de dollars, je crois, ou d'euros, un truc comme ça, pas de couronne danoise, mais d'euros ou de dollars, dans le cadre de la dernière attaque, et qu'elle était couverte à hauteur de 15 millions pour l'assurance. Et donc effectivement, le sujet de est-ce que l'assurance cyber ça marche? Oui, pour autant qu'on soit couvert et qu'on soit couvert à la bonne hauteur. Elle a un mauvais courtier. Bah oui. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un pari. C'est un pari. Ouais. Parce qu'il faut aussi payer la prime, donc quelque part, oui. le pari que j'aurais pas de sinistre au-delà de 15. La limite de 15 millions. En fait, c'est un pari, oui et non. Le sujet que moi, en tant qu'Amrae, quand on discute avec un nombre de pairs, ils ont des sujets d'aller voir leurs responsables pour demander un budget supplémentaire pour acheter l'assurance cyber. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que trouver des budgets supplémentaires, c'est compliqué. Il y a eu un oui général. Il y a eu un oui général. Et d'aucuns, à un moment, on disait, mais les budgets pour l'assurance cyber, en fait, ça va concurrencer les budgets pour développer la protection en interne. Et quelque part, donc, le risk manager, c'est le pire ennemi du RSSI, parce que finalement, le budget qu'il va récupérer pour l'assurance cyber, c'est toujours ça de moins que je pourrais avoir pour améliorer mon système, ma protection système d'information. Et en fait le risk manager, il doit expliquer 2 choses. Il doit expliquer que, au contraire, c'est le meilleur ami du RSSI. Pourquoi? Parce que c'est le risk manager qui va aider le RSSI à quantifier de manière très concrète, en euros, combien la boîte peut perdre du fait d'une attaque cyber. Et pas en termes de matériel, mais en termes de business perdu, chiffre d'affaires perdu, clients perdus. Et que, en fait, en s'associant tous les deux, ils vont être crédibles pour dire ce scénario, il est crédible parce que moi, j'ai le RSSI qui dit oui, je pense que ce scénario, il est crédible.
Et le chiffre en euros, oui, il est crédible parce qu'il est validé par le business. Et donc ça sensibilise déjà beaucoup plus le manager au fait qu'il y a un vrai problème. Et là, la proposition d'assurance, elle arrive comme étant une solution qui a son sens. Et le prix de cette assurance-là, finalement, face à cette exposition, si elle est bien expliquée, eh ben, à la fois, le RSSI va pouvoir avoir un budget supplémentaire pour gérer en priorité ce qui peut l'être sur ces scénarios qui sont vraiment embêtants. Et la protection d'assurance, elle va être également totalement justifiée. J'ai beaucoup de mes pairs qui disent bah non, mais moi j'ai pas pu négocier mon budget, j'étais pas crédible à demander un budget supplémentaire, donc j'ai acheté juste le minimum parce que on m'a pas donné plus. Alors que si on vient expliquer voilà les scénarios qui vont impacter, voilà comment l'assurance, si elle est prise à ce niveau-là, va remettre l'entreprise en état. Là, il y a un vrai sujet. Monsieur avait une question, sauf si tu as déjà répondu. Mais... non, j'ai une question qui s'adresse à la fois vous, Monsieur Cotel, et vous, Monsieur Héon, avez dit que la police cyber était là pour couvrir un risque résiduel et pas un risque. En tant que RSI dans une grande banque, j'adhère tout à fait à ça. Et vous avez complété en disant que la police intervenait derrière un travail de RSI. Comment vous faites pour vérifier que ce travail de RSI soit bien fait? Est-ce que c'est basé sur la confiance en amont? Est-ce que c'est basé sur des respects de règles, de normes, de standards? Ensuite, le jour où le sinistre intervient, est-ce que, avant de rembourser ou d'intervenir, vous allez vérifier si les prérequis, si on est vraiment dans un cas de risque résiduel ou dans un cas de risque primaire? Je vais être trivial. Si quelqu'un n'a pas mis à jour son antivirus, est-ce que vous remboursez quand même? Moi, je suis pas sûr, mais c'est le courtier ou l'assureur. La réponse est oui. Effectivement, dans les 3 phases que je décrivais, la 3e phase, c'est la phase de présentation du profil de risque et des mesures qui sont en place, j'appelle ça la philosophie cyber et toutes les mesures qui sont mises en place par le RSSI pour l'entreprise. Et sur cette base, aux assureurs, et sur cette base, les assureurs se font une opinion et vont proposer un prix. Et derrière, ils prennent l'entreprise comme elle est. Et après, derrière, on va décrire des process, des choses qui sont en place. Et l'assurance, elle vise justement à couvrir le cas où ça n'a pas marché, où malheureusement, c'était pas en place. Donc non, il n'y a pas de prérequis qui sont demandés. Et ils se font une idée du risque résiduel et du travail et de la qualité du travail qui est fait par la sécurité informatique de l'entreprise. Il y a aussi beaucoup de sujets autour de l'OT dans toute la partie manufacturing, etc., comme vous pouvez vous l'imaginer. Tous ces sujets-là, effectivement, sont appréhendés lors de la réunion. D'un point de vue qualitatif, d'un point de vue risk management, gestion des risques, comment vous percevez cette menace et comment est-ce que vous la gérez et vous essayez de faire votre maximum, et personne n'est parfait, pour pouvoir réduire ce risque au maximum. Sébastien, en complément. Mais alors justement, et c'est pour faire écho aussi à un commentaire de Thierry tout à l'heure, je pense qu'il y a l'exercice de présentation de la posture de la PSSI, grosso modo, ou des projets de SSI d'une entreprise, c'est un exercice extrêmement difficile. Et Thierry disait qu'il en sortait frustré. Moi, j'en sors frustré également la plupart du temps, parce que j'ai aussi l'impression qu'on n'a pas touché à l'essentiel. Franchement, de savoir comment les règles de firewall sont mises à jour, c'est super, ça m'intéresse d'un point de vue technique, mais c'est pas ça qui va donner une image assez précise, concise de la posture de sécurité d'une entreprise. Je pense qu'on a tous à travailler sur cet aspect-là, parce que comment est-ce qu'on transmet l'information? Évidemment, me dire ouais, je suis ISO 27001, j'ai fait mon analyse de risque ISO 27005, ouais, ok, très bien, on sait tout ce que ça veut dire. Maintenant, je pense qu'il faut réussir à aller un cran plus loin pour transmettre le bon niveau de données. Question rapide. Oui, Alain Bouillet, Cézanne. Moi, j'ai une question justement dans le même esprit. On reconnaît un bon assureur le jour où on en a besoin. Exactement. Donc, si je fais l'analogie avec ma maison, ma voiture, quand j'assure ma maison, vous venez voir ou vous me demandez la marque de mon alarme, ma serrure 4 points, 6 points, je sais pas quoi, etc. Et vous êtes parfaitement en capacité, le jour où j'ai un cambriolage, de m'envoyer un expert pour vérifier que, entre-temps, j'avais pas démonté la porte et j'avais pas changé, vendu mon alarme à un brocanteur.
Et donc du coup, quand vous faites ça, vous faites exactement la même chose dans ce que vous venez de dire. C'est quoi la PSSI, c'est quoi vos certifications, c'est quoi votre qualification, machin, etc. Bref, on sait très bien que toutes ces cases qu'on remplit dans les enquêtes de conformité, ça n'équivaut pas à de la vraie sécurité. La vraie sécurité, elle se passe dans la salle machine, elle se passe chez votre fournisseur cloud, elle se passe à plein d'endroits que vous ne pouvez matériellement pas voir. Oui. Donc du coup, le jour où ça arrive, vous avez 36 000 raisons de nous dire qu'on a changé la porte, on a vendu notre alarme à la brocante et on a laissé grand ouvert les portes. Parce que effectivement, c'est invérifiable. Donc ça veut dire que finalement, dans le cas d'une cyberassurance, on n'est pas du tout j'irais dans la même situation que dans le classique avec une voiture ou une maison, et que vous êtes finalement obligé de nous faire confiance, et que ça va peut-être pas durer aussi longtemps que les contributions. Alors Jean, une réaction très, très rapide. Ce que ça traduit, ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans les assureurs. Alors je vous laisse 1 minute pour répondre. Ça, je suis surpris. Là, vraiment, je suis surpris. Non, mais vous avez parfaitement raison. Et effectivement, vous avez parfaitement raison. Et en fait, pourquoi est-ce que... et c'est là où c'est un peu chiant l'assurance, parce que c'est toujours un truc de juriste, mais il faut lire les contrats. En fait, quand vous achetez une assurance de votre habitation, il est marqué à l'intérieur que vous devez avoir à tout moment une porte 4 points. C'est marqué noir sur blanc sur votre contrat. Vous n'avez jamais lu, vous ne le savez même pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est marqué. Et donc, en fait, c'est là qu'il faut regarder effectivement ce qui est marqué dans votre contrat cyber. Et dans le contrat cyber, avec nous à minima, mais en tout cas, dans les contrats cyber, il n'y a pas marqué ça. Et on fait très attention à ce que ça ne soit pas marqué. Parce que c'est très important pour toutes les raisons que vous venez de dire et que c'est trop compliqué. Après, une fois qu'on a dit ça, ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit. Non, mais j'ai allé plus loin. Très concrètement, dans les cas que tu vois, oui. Est-ce que tu as vu des cas où l'entreprise pensait être assurée, ne l'était pas, et est-ce que tu as des chiffres à nous donner? C'est ce que j'allais dire. Donc d'abord, il y a un rapport du Lloyds qui assure à peu près 30% de la prime est générée par les syndicats, les différents syndicats du Lloyds, et qui dit que l'assurance cyber a payé dans 99% des cas qui lui ont été soumis. Donc 99% des sinistres. Moi, chez Marsh, donc moi je suis responsable au niveau de l'Europe continentale, donc on a géré plusieurs dizaines, plusieurs centaines de gros sinistres au travers d'Europe, et je peux vous dire que ça marche. Voilà. Et ça marche. Encore une fois, le problème, il n'est pas là. Le problème, ça marche, c'est énorme. Le problème, il n'est pas là. Il est plutôt la sous-assurance. Et je reprends le cas de Desmantes, mais on en a comme ça, malheureusement, trop, et c'est assez frustrant. Donc aujourd'hui, tout le défi, mais là vous avez raison, et moi j'ai 2 marottes qui rejoignent exactement ce que vous venez de dire. Le premier, c'est la prévention, c'est-à-dire que, le premier, c'est les talents. Il y a une guerre des talents dans la sécurité informatique, il y a une guerre des talents chez nous, et avoir des personnes qui vont être capables, je parle pour le courtier que je suis, d'aiguiller les clients, d'aider les clients à préparer ces rendez-vous pour pouvoir avoir une qualité d'échange qui soit le mieux possible entre le RSSI et les assureurs. C'est un énorme challenge, c'est un travail très pointu. Et donc ça, effectivement, avoir des gens, en ce qui me concerne, dans tous les pays d'Europe, qui font bien leur travail, c'est beaucoup de travail, premièrement. Deuxièmement, et année après année en plus, et deuxièmement, c'est la prévention, c'est le fait que les assureurs puissent ressortir des thèmes et puissent aider les clients à s'améliorer sur leur sécurité informatique, d'apporter de la prévention. Alors n'espérez pas que les assureurs aident un groupe du CAC 40. Le CAC 40, il sait mieux que personne comment gérer son risque. Pour les PME, c'est une autre chose. Il faut les aider à avoir des quick wins, avoir des petites choses à mettre en place pour les aider à être un peu meilleurs. Et même pour les groupes du CAC 40, moi j'ai vu, je me souviens d'un RSSI d'un groupe du CAC qui m'a dit, je me suis servi d'une remarque que m'avait fait un assureur qui paraissait assez surpris que j'ai pas telle ou telle chose en place pour pouvoir aller voir mon board et décrocher des budgets. Et donc d'arriver à avoir cette qualité de relation entre l'assureur année après année et le client, moi c'est quelque chose auquel je crois. Est-ce que j'arrive à le mettre toujours en place? Non. Mais est-ce que j'ai envie? Oui. Philippe, on sent que tu veux piquer le micro. Ouais. J'arrête de parler. Non, sur le réflexe que vous aviez, c'est par rapport à notre connaissance habituelle de l'assurance incendie, assurance dommage. Ça a des siècles d'expérience. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs
payés par les assureurs, qui vont faire des visites de sites, qui vont regarder s'il y a des sprinklers, qui vont faire des études approfondies de chacun des sites d'une entreprise, qui vont vérifier effectivement qu'il y a les 4 points et qui vont être capables de prescrire. Donc l'assureur va prescrire. Donc pour votre maison, il va prescrire, il vous faut une alarme machin avec une porte 4 points. En cyber, l'assureur n'est pas en position de prescrire. Donc, son jugement va être sur la base de l'information qui va être fournie et de cette relation de confiance qui va être établie. Si on dit à l'assureur, on a une PSSI hyper canon, etc., et qu'en fait, on est éventré au premier firewall, au premier ransomware, évidemment, la relation de confiance, elle n'est plus là. Il paye. Mais la fois d'après, il n'est plus là. Mais il y a une vraie différence en termes de maturité. Et juste une petite réaction par rapport à ça et par rapport à ce que disait Alain, c'est que de mon expérience, en fait, parfois, on sait faire des dossiers initiaux assez propres et en fait assez bien ciblés. Mais tout ça, ça bouge tellement vite que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est surtout se revoir régulièrement. Et alors ça, en fait, c'est pas du tout fait. Et si on fait le parallèle avec l'incendie, c'est-à-dire, OK, à partir du moment où j'ai signé mon truc incendie, le modèle va rester potentiellement le même. Mais en cyber, en fait, ça bouge très vite, quoi. Alors. Donc ça, c'est important. Et je voulais dire que j'étais membre du CESA aussi. J'ai noté qu'il y avait pas mal de questions, mais j'ai aussi noté que la jeune femme avait déjà ouvert la porte. Alors, je vais peut-être en guise de conclusion vous demander un conseil très pratique. Voilà, on a vu qu'il y avait surtout des RSSI dans la salle. Qu'est-ce que demain ils peuvent faire pour améliorer la situation, pour aller vers une assurance cyber ou pour améliorer le contrat qu'ils ont déjà? Chacun un petit conseil qui se lance. Allez voir votre risk manager et convainquez-le de bosser ensemble pour présenter au management une analyse combinée, technique, quantifiée financièrement. Et ça a le plus grand des impacts. J'en me dites pas qu'il faut aller voir le courtier, j'en suis convaincu, mais... Non, moi j'avais cette idée en tête, et effectivement, les organisations sont très en silo aujourd'hui, et le plus grand des challenges qu'on a, c'est d'arriver à aller chercher l'information au bon endroit. Le RSSI est bien sûr la clé de voûte, il y a le risk manager, la direction juridique pour les histoires d'engagement contractuel par rapport aux clients, etc. Donc c'est d'arriver effectivement à se parler sur ce sujet-là. On parle des langues différentes, donc il faut qu'il y ait un traducteur au milieu qui puisse effectivement permettre à chacun de se comprendre et d'avoir cette vision risque et business, quel est l'impact opérationnel à la fin, si tel ou tel scénario arrive, du côté du client, du côté de la direction juridique, du côté de la direction des achats, du côté du risk manager, du RSSI, etc. Thierry, pour le RSSI, c'est clairement en fait retravailler les analyses de risque régulièrement, regarder justement par rapport à ce qui a évolué en fait autour du système d'information et autour des outils de cybersécurité qui ont été déployés. Est-ce que les choses en fait se sont améliorées? Je pense que c'est vraiment vital, quoi. Et ça permet justement d'avoir des éléments très factuels qu'on peut présenter et travailler derrière, quoi. Il faut faire attention à une chose, c'est qu'on est tous très très chargés et que le gars des assurances qui va venir nous voir, il va venir nous voir forcément souvent au dernier moment et il dit bon alors plutôt 20, plutôt 30, plutôt 40, ça c'est mortel, quoi. Donc pas faire ça, quoi. C'est juste de se dire qu'est-ce que j'ai réellement en fait à couvrir. Et je pense que un point aussi vital qui peut tous nous faire gagner, c'est de prendre le temps aussi de travailler sur les capacités de reprise, parce que c'est un moyen de négociation justement avec les assureurs en disant, comme je l'évoquais tout à l'heure, certes il peut m'arriver des choses, mais je peux garantir en fait une capacité de reprise. Et sur cette base-là, on peut peut-être travailler d'autres modèles, quoi. Un petit mot très rapide. Je pense que tout a été dit, mais l'essentiel et ce qu'on entend dans les différents commentaires et dans les questions, c'est le besoin de confiance et de dialogue. Ça apparaît vraiment clairement. Et ce dialogue, il ne doit pas être à la dernière minute, il ne doit pas être sous pression, il doit être le plus transparent possible, ou en tout cas assez ouvert, des deux côtés. Et là, je me mets aussi dans le lot en tant qu'assureur et réassureur. Il faut que nous aussi, on soit transparents sur la manière dont on reçoit les informations qui nous sont communiquées et la manière dont on les exploite et on les fait vivre et les questions que ça suscite. Donc voilà, rien de plus que du dialogue. Évidemment, on est tous sous pression, on a tous beaucoup de choses à faire et des agendas très remplis, mais il faut qu'on trouve ce temps-là si on veut avancer.
Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on viendra vous chercher pour quelques questions. Merci beaucoup.